moi, je suis pas vraiment matérialiste dans la vie. Tu sais, j'aime pas les autos, j'aime pas ça conduire. Il y a pas énormément de choses luxueuses que j'adore vraiment, mais l'art, ça pour moi, euh, j'ai toujours voulu avoir une collection d'art à la maison. J'ai toujours aimé le processus d'achat d'art, le processus de recherche, le processus d'aller à la galerie, de regarder ce qui se fait, de voir ce qui pourrait fitter chez moi. Euh, puis je pense que ça vient du fait que j'ai toujours beaucoup aimé les arts. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut, salut, salut! Hey! Épisode 13 de l'Ambition au féminin. Contente de te retrouver ici. On est déjà le 27 janvier. Il y a déjà un mois complet qui s'est écoulé à 2020. Et je trouve ça fou comment le temps passe vite, là. Ma fille vient d'avoir 8 mois et j'en reviens pas, là. J'ai des flashbacks de mon accouchement ces temps-ci. J'ai des flashbacks de quand elle était un tout petit bébé. Elle savait même pas se tenir sur le ventre. Fait que, je sais pas, j'ai des petits moments de réalisation du temps ces temps-ci. J'ai passé une semaine quand même bien occupée, mais dans une belle énergie. J'avais beaucoup... je sais pas, il y a des moments comme ça dans notre cycle où est-ce qu'on se sent vraiment productif, on se sent vraiment comme on veut aller vers l'extérieur. Puis j'ai l'impression que c'était quelque chose cette semaine que j'ai beaucoup développé. Notamment, j'ai posté pas mal sur LinkedIn, j'ai été pas mal active sur LinkedIn, qui est un réseau social que je veux reprendre en main. Je l'ai laissé un petit peu à la dérive, ça puis Pinterest, qui sont deux réseaux sociaux qu'on utilise pas traditionnellement, mais qui sont super, super utiles, du moins dans ma stratégie. Et j'ai publié un post sur LinkedIn où est-ce que je parlais du fait que j'avais 2 vies, parce que j'ai réfléchi beaucoup à ça ces temps-ci, à savoir comment je voulais repositionner un petit peu mes marques, parce que j'en ai quand même... Oui, j'ai une seule histoire, mais j'ai quand même 2 marques, si on peut dire. J'ai Aime ta marque, qui est mon côté beaucoup plus entrepreneurial, où je parle de féminisme, où je parle de succès, où j'ai mon podcast. Mais je suis aussi, parallèlement, une consultante en communication, spécialisée dans tout ce qui est numérique. Puis je voulais vraiment bien faire la distinction entre les deux. Puis cette semaine, j'ai lancé mon site web personnel, qui est plus mon site web corpo, entre guillemets, où c'est beaucoup plus Tatiana Saint-Louis, la professionnelle, celle qui est à la source de Aime ta marque, mais aussi de d'autres projets, puis celle qui peut offrir son expertise de ce côté-là. Fait que c'était un choix pour moi de faire une fourchette, dans le fond, dans mes marques, pour que ce soit beaucoup plus clair, parce que j'ai l'impression que, avec Aime ta marque, l'ambition féminine, tout ça, je parle beaucoup aux femmes, mais dans mon day-to-day, dans mon travail, je travaille beaucoup avec des hommes aussi, genre d'autres types de personnalités avec qui je travaille aussi, fait que je voulais scinder les deux un petit peu mieux, puis aussi, ça me permet d'être plus stratégique dans mes communications, puis par exemple, d'investir des réseaux sociaux plus spécifiquement sur certains messages, et puis pas mélanger les cartes, pas brouiller les cartes de cette façon-là. Bref, pourquoi je vous dis ça en introduction de l'épisode 2 avec Aïcha, c'est que j'ai l'impression que Aïcha, des conversations que j'ai eues avec elle, de ce que j'ai, des années dans le fond que je l'ai connue, elle a ces deux. Elle a plusieurs vies, elle aussi, on a tous plusieurs vies, on a des vies intérieures, on a des vies professionnelles, on a des vies amoureuses, et dans la deuxième partie de l'épisode, je voulais qu'on parle justement de la Aïcha un peu plus non professionnelle, ou celle qui laisse place à ses passions, comme par exemple sa passion de l'art, sa passion, son nouveau projet pour les influenceurs
animaux, les pet influencers, un petit peu sa conciliation aussi, ambition et vie personnelle et self-care, le lien entre succès et argent pour elle. Donc vraiment la limite entre passion, hobby, travail que j'explore avec elle dans l'épisode d'aujourd'hui. Fait que je vous laisse à cet épisode-là. J'aimerais bien avoir vos commentaires, surtout si vous aussi vous oscillez entre plusieurs vies, entre guillemets, puis comment vous naviguez à travers elle, si vous avez une vie professionnelle, une entreprise, une carrière, des enfants, une vie familiale, comment est-ce que vous arrivez à soit mettre des limites ou les faire toutes cohabiter ensemble. Si vous voulez commenter dans les commentaires de l'épisode à mtamark.com/13 ou même juste m'envoyer un courriel, communiquer avec moi par les réseaux sociaux, c'est toujours le fun. Puis si vous voulez aller voir mon nouveau site web, c'est sur tatianasaintlouis.com. Je vous mets le lien dans les show notes de l'épisode si vous voulez aller jeter un coup d'œil à mon nouveau site. Salut Aïcha, re-bienvenue sur le podcast. Merci de m'avoir sur le podcast, c'est gentil. Fait que la semaine passée, on a parlé de ton parcours professionnel, d'un petit peu c'est quoi la réalité d'être une avocate à ton compte, ben tu sais, pas en cabinet, d'où ça vient cet amour-là du droit. Puis aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu plus du côté de Aïcha dans ta vie hors du travail. Et on s'était laissé en parlant de comment la vie de cabinet, c'était une vie que tu voulais pas. C'était une vie à 80 heures semaine où est-ce que les gens ont l'air de zombies et qui n'ont pas de vie, justement. Puis je voulais te demander, en tant qu'entrepreneur quand même, parce que tu as ta pratique à toi, puis tout ça, l'équilibre travail-famille, est-ce que c'est un issue? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses quand même, tu sais, qui est difficile peut-être à gérer? Alors, si tu m'avais posé cette question-là il y a une semaine, ma réponse aurait certainement été différente. Parce que je te dirais qu'avec mon conjoint, il n'y a pas de problème. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui est aussi très ambitieux dans la vie, bien que lui, l'entrepreneuriat, c'est pas son truc. C'est toujours quelqu'un qui a été ambitieux. Il était programmeur avant, après ça, il est devenu gestionnaire de département en TI, puis il a grandi là-dedans. Puis son père, lui, c'est un entrepreneur. Et donc, lui, me voir travailler, au contraire, je pense que ça le rend heureux. Donc, je pense que c'est un aspect de moi qu'il aime beaucoup. Et donc, ça n'a jamais été un problème. Là, on a un chiot. Oui. Et c'est un petit peu plus difficile parce que Dobby a beaucoup d'énergie. Dobby a des besoins. Et je dors pas beaucoup à cause de Dobby. Et moi, je suis quelqu'un qui fonctionne pas très bien sur peu de sommeil. Donc, physiquement, je peux, mais mentalement, c'est presque impossible pour moi. Et donc, je m'adapte. Je m'adapte à son horaire à lui. Donc, quand il dort, je travaille. Quand il est calme, qu'il est sur son lit, je travaille. Mais sinon, c'est comme avoir un bébé. Exactement. C'est exact. Maintenant, là, les mères que je connais, je comprends. Je vous comprends. Je sais exactement comment vous vous sentez parce que ça va durer moins longtemps, par contre, mais... Ouais. Ouais. Ben, oui puis non, en tout cas. Un chien, c'est comme ça reste à un niveau d'âge mental de 3 ans à peu près pour le reste de sa vie. C'est sûr. Mais une fois dressé. Non, une fois dressé, c'est vraiment nice. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu as dû peut-être... Ben, je sais pas, tu sais, je veux dire, quand on va à l'école, Puis toi, tu avais beaucoup d'activités parascolaires, fait que tu étais habitué à travailler sur plusieurs projets, puis tout ça, puis à prendre soin de toi, puis je sais pas si tu habitais en appart à ce moment-là aussi. Non. Mais comment, peut-être comme quand tu es rentré dans l'entrepreneuriat, y a-tu des moments où tu as peut-être été over the top, puis tu as dit, OK, ben il faut que je ralentisse un peu parce que faut quand même que je me garde du temps pour moi, ou c'est quelque chose qui est quand même assez bien intégré dans ta routine, que tu sais, bon, ben moi, après 8 heures, je travaille plus, ou tu sais, des choses comme ça? Je te dirais que c'est assez bien intégré. C'est sûr qu'il y a des petites exceptions à la règle, donc il y a des moments où je rush un peu plus. Puis, il y a des moments aussi, il faut que où j'essaie d'être consciente de comment je me sens, parce que je sais que ça paraît pas, mais je suis très anxieuse dans la vie. Et donc, tu sais, quand je vois que je panique, quand je vois que je fais une petite crise d'anxiété, ben là, je sais que faut que je tire la plug.
Mais je te dirais que sinon, au day-to-day, équilibre, je m'en sors assez bien. Ouais. Mais t'es aussi du genre comme, on avait eu une petite discussion aussi, que t'as fait un petit peu de travail quand t'étais à Bali ou des choses comme ça. Ouais, Fait que pour toi, le travail, c'est pas nécessaire, ça veut pas nécessairement dire ne pas prendre soin de toi. Je pense que t'es exactement. capable de voir les deux dans le même... Ouais, tout à fait. Puis je sais qu'un est nécessaire à l'autre. Ouais. Je sais que je prends pas soin de moi, je ne peux pas travailler. Comme là, quand je suis revenue de vacances, ça m'a stressé beaucoup parce que j'ai attrapé le rhume dans l'avion en Mhm. revenant. Et ça m'a rendue extrêmement anxieuse. Mais je sais que, bon, si je me force à travailler, ben mon rhume va durer plus longtemps. Puis là, ben, y a rien à faire. Ouais. Donc, faut aussi être conscient de ses limites physiques. Puis je sais pas, en tout cas, je te pose la question, mais j'ai l'impression aussi que le fait que tu aies dessiné un parcours autant à ton image, ça fait que ton travail te permet aussi de t'épanouir. Fait que Mhm, c'est peut-être un peu moins comme un travail que d'autres gens verraient comme OK, mais j'ai mon 9 à 5 qui me draine tellement de jus. mhm. Toi, t'es quand même passionné par ce que tu fais. Oui, puis c'est sûr qu'il y a des tâches qui me drainent un peu plus que d'autres. Mhm. Moi, faire la rédaction, ça me draine plus que donner des conférences, faire de la consultation Mhm. ou des trucs comme ça. Euh, mais, mais sinon, oui, j'aime bien ce que je fais. J'aime Ouais. bien ce que je fais, puis ça me permet de ça me permet de ne pas voir mon travail comme juste du travail. Mhm. Puis d'être capable d'intégrer cette partie-là aux autres aspects de ma vie sans trop de problème. Cool. Puis bon, ce qui me mène à une autre facette que je vais discuter avec toi, puis c'est tout ce qui est relié à l'art. Parce que je sais que tu as aussi Mhm. euh, commencé à investir dans des œuvres récemment, n'est-ce Oui. pas? Mhm. Puis parle-moi un petit peu de de tes aspirations de collectionneuse. Ben, mes aspects de collectionneuse ont été un peu mis sur pause depuis que j'ai un chien, Ouais. parce que ce chien-là a coûté très cher. Mais j'ai... ça, c'est vraiment... Moi, je suis pas extrêmement... Je suis pas vraiment matérialiste dans la vie. Tu sais, j'aime pas les autos, j'aime pas ça conduire. Y a pas énormément euh, de choses luxueuses que j'adore vraiment, mais l'art, ça pour moi, euh, j'ai toujours voulu avoir une collection d'art à la maison. Hmm. J'ai toujours aimé le processus d'achat d'art, le processus de recherche, le processus d'aller à la galerie, de regarder ce qui se fait, de voir ce qui pourrait fitter chez moi. Euh, j'ai puis je pense que ça vient du fait que j'ai toujours beaucoup aimé les arts. Donc, quand j'étais jeune, j'étais l'enfant bizarre à l'école qui aimait vraiment ça, les journées au musée. Ouais, vous Euh, aussi! ben oui, c'est les journées au musée puis les cours où on regardait des documentaires sur l'art. Ça, pour moi, ça topait n'importe quel cours d'art où il fallait dessiner ou faire quoi que ce soit. Et donc, j'ai toujours eu cet intérêt-là. Puis, en travaillant dans cette industrie-là, puis j'ai acquis certaines connaissances Mhm. euh, par rapport à bon, ce qui était bien, ce qui était pas bien, comment acheter de l'art, etc. Et donc, je pense que ça a juste été une suite logique de mes intérêts. Est-ce que tu penses que tu pourrais ever en faire une carrière? Non. Non? Non. Pourquoi? Quand tu dis carrière, tu veux dire dans quel sens? Est-ce que tu veux dire ouvrir une galerie? Est-ce que tu Ben, veux je dire sais pas. Comment tu le verrais? consultante en Ça art? peut être un C'est broker pas. en art, ça peut être une galerie, tu sais. Je pense. Je suis bonne pour trouver et acheter ce que j'aime. Mhm. Euh, puis pour le reste, tantôt quand je te disais si ça m'intéresse pas, je suis pas bonne là-dedans. Mais moi, il y a certains types d'art que j'aime beaucoup. Puis si ça sort de ça, j'ai zéro intérêt. Et OK. donc, je pense que moi, broker en art, ça, c'est à cause de ça c'est pas fait pour moi. Puis après ça, avoir une galerie, c'est pas simple. Non. C'est une industrie qui est vraiment, vraiment pas facile. Euh, et deux, la représentation. On m'a souvent demandé si j'aimerais ça être agente. Mhm. Mais moi, la représentation, que ce soit de la représentation d'artistes en musique, de la représentation d'influenceurs, de la représentation d'artistes plus traditionnels, c'est
pas quelque chose qui m'intéresse. Comme un agent d'artiste, là. Exactement. Regarder le contrat une fois que le deal est trouvé, ça, je suis plus que contente de le faire. Mais la job de gérant, qui s'apparente beaucoup, selon moi, à la job de galeriste, c'est pas quelque chose qui est content. Non. OK. Mais j'ai l'impression, bon, tu utilises quand même ta créativité. Bon, la première chose qui me vient en tête, c'est naturellement, genre, comme, tu sais, tu fais tes propres réseaux sociaux, c'est toi qui fais ton... Là, j'utilise beaucoup de mots parce qu'on dirait... Moi, j'ai fait histoire de l'art Oui, à l'université, fait que j'ai juste les mots en anglais, tu sais, le curation de ton fil d'actualité. C'est toi qui le fais, tu sais, c'est toi qui as fait... J'ai l'impression que c'est toi qui as fait ton branding. Oui. Est-ce vrai? C'est vrai. OK. Donc, tu as comme cette sensibilité quand même artistique. Est-ce que tu fais... T'as-tu un hobby, genre, comme de création autre que ça? Est-ce que tu as cette passion de la création artistique ou pas vraiment? J'en ai eu quand j'étais plus jeune. Donc, je te disais, j'étais une kid bien curieuse. J'ai fait une couple de mois de cours de piano. Quand j'étais jeune, j'écrivais énormément. Là, je parle d'écrit plus artistique. J'écrivais beaucoup. Tout ce qui est peinture, dessin, je suis vraiment horrible. Ah ouais? Il y a rien à faire là-dedans. Il y a rien à faire là-dedans. La photo, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que... Je pense que c'est probablement la seule chose que j'ai conservée. C'est prendre des photos, j'aime ça. Mais sinon, je suis vraiment pas bonne là-dedans. Non? Bon. Non. J'avais comme l'espèce d'idée que t'avais genre ton studio de peinture, quelque chose chez toi. Alors, je sais pas. L'image serait super. Mais en plus, moi, il y a 2 murs de briques ici sur 4. Ouais. C'est un loft. Ça avait vraiment fité, mais non, pas du tout. J'ai pas ce talent-là. OK. Ouais. Non, parce que moi, perso, là, un de mes rêves dans ma vie, je me dis, un jour, je vais devenir soit comme une broker en art ou genre... Genre, je voulais, à un moment donné dans ma vie, étudier la conservation. Tu sais, tu sais, ceux qui font de la restauration d'art. Ça m'a toujours comme fasciné, genre, ce domaine-là. Mais bon, ça, c'est pour ma prochaine carrière, là, un jour. Bon, maintenant... parlons un petit peu d'argent. Est-ce que, selon toi, il y a un lien? Là, tu sais, tu dis que t'es dans une relation avec quelqu'un qui est quand même ambitieux, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un lien, selon toi, ou dans ton couple, ou dans ta vie, entre la réussite et le salaire? Oui. Oui? Oui, certainement. Je pense que ce lien-là a une limite. Puis je vois pas le salaire comme le but absolu de ce que je fais. Je fais pas ce que je fais pour l'argent qui vient avec. Mais dans ce que je fais et dans ce que j'aime faire, un des éléments que je regarde souvent, c'est combien je fais. Donc, dans un de mes éléments de réussite, un des éléments que je regarde, c'est combien je fais. C'est comme ça. Mais je fais pas ce que je fais à cause de l'argent. Non. Fait que tu sais, c'est comme un benchmark, puis tu sais, t'essayes de t'améliorer par rapport à ça. Parce Exactement. Que, okay. Comme tu disais au début que t'étais comme, au début de l'épisode 1, que t'étais ambitieuse puis que c'était tout le temps de te dépasser. Fait que j'imagine le salaire, c'est une de ces mesures-là. Tout à fait, oui. Est-ce que tu trouves que parfois on se valide par rapport à l'argent qu'on fait, mais ça semble pas être ton cas pour toi? Est-ce que comment tu comprends l'argent, tu sais, dans les genres de services que tu rends? C'est une question vraiment abstraite que je te pose, là, mais... Ouais, je suis pas sûre de la comprendre. Est-ce que... Parce que souvent, les gens ont de la misère à mettre de la valeur sur ce qu'ils font. Ouais. Ou sur eux-mêmes, parce qu'ils ont l'impression que l'argent représente leur propre valeur, dans un certain sens, tu sais. Toi, est-ce que... Comment tu perçois l'argent qu'on te rend pour les services? Est-ce que c'est de la valorisation pour le client? Genre, tu sais, comme... Je sais pas. Je pense que je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Moi, je vois l'argent qu'on me donne pour mes services comme étant une représentation de la valeur des services que j'offre et rien d'autre. OK. Puis c'est sûr que la valeur des services que j'offre est certainement intimement liée à qui je suis, parce que qui je suis puis les choses que je sais ont un lien direct avec les services que j'offre. Mais pour moi, ce n'est rien de plus que ça.
j'offre un service qui, ça donne que les services juridiques, c'est pas des services qui sont donnés. Je sais que j'ai une certaine expertise dans ce que je fais. J'ai accordé un prix à cette expertise-là. J'ai accordé un prix au service que j'offre. J'ai accordé un prix au temps que je donne. Et c'est le prix que mes clients payent. Puis il y a jamais de questionnement de te demander est-ce que je suis par rapport au prix du marché? J'imagine ça faisait-tu partie aussi de tes comparatifs ou... Ben, au début, beaucoup. Parce que là, au début, la première chose qu'on dit, c'est ben, faut que tu trouves un tarif horaire. Puis là, tu dis, OK, c'est quoi un tarif horaire pour la position où je me trouve en ce moment dans ma carrière? C'est quoi un bon tarif horaire pour la structure que j'ai? Parce que c'est sûr que quand on va dans les grands cabinets, le tarif horaire est justifié non seulement par la qualité des services qui sont offerts, mais aussi par tout le overhead qui existe, donc les bureaux à payer, etc. Et donc, oui, je me suis posé cette question-là au début. Il y a plusieurs fois où j'ai accordé une valorisation qui, selon moi, était trop basse pour ce que je ferais à mes débuts. C'est normal, on s'ajuste. Ouais. Là, je pense que je me perds dans ta question. C'est correct. Non, genre, je pense que tu as répondu quand même à l'essence de ce que je voulais dire. C'est tout le temps bizarre, tu sais, parler un petit peu d'argent parce que je trouve ça intéressant, le concept de l'argent, quand on le met en lien avec l'identité de la personne dans une carrière ou dans une communauté ou des choses comme ça, tu sais. Mais moi, je pense qu'on devrait parler plus d'argent. Moi, j'aime ça parler d'argent. Mais on sait jamais comment l'approcher, je trouve. Tu sais, c'est tout le temps comme bref. Tu disais qu'il y avait, il y a le salaire qui est un de tes benchmarks. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui, pour toi, genre, représente... tu sais, premièrement, est-ce que tu fais des bilans? Es-tu une personne de bilan de fin d'année? Oui. Bon, normalement, à chaque fin d'année, je regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, les projets sur lesquels j'ai travaillé, qu'est-ce que ça a donné, la qualité des services que j'ai offerts, puis j'essaye de m'ajuster. Un autre, là, on parlait du salaire comme benchmark. Un autre des benchmarks que j'ai, puis ça, c'est un benchmark qui est peut-être un peu plus difficile à évaluer, mais je regarde combien de gens dans mon milieu me réfèrent. Ça, pour moi, c'est un benchmark qui est important. Le nombre de conférences que je donne, ça aussi, pour moi, c'est un benchmark qui est très, très, très important. Et quand je dis je donne, je veux pas dire que j'organise, mais où on me demande d'intervenir. Ouais. Ça, c'est un benchmark pour moi. Et là, il y a 1 an, il y a 2 ans, la réponse aurait été différente, mais aujourd'hui, je te dirais que les services que j'ajoute à mon offre de services sont aussi un benchmark. Puis la raison pour laquelle ça n'a pas été une réponse il y a quelques années, c'est que avant, je donne les services juridiques aux entrepreneurs créatifs. Là, je suis en train de développer une autre série de services pour les juristes. Donc, surtout de la formation. Et donc, mon évolution dans ces projets-là aussi va devenir un benchmark. Ouais, donc ça, ce serait mes 4 benchmarks. Puis, dans ta vie personnelle, t'en as-tu? Est-ce que j'en ai dans ma vie personnelle des benchmarks? Je te dirais que dans ma vie personnelle, je suis assez comblée. Ouais, je suis assez chanceuse dans ma vie personnelle. Là, c'est sûr que là, je suis un peu jeune pour penser à un enfant. Je sais pas encore si j'en veux, mais ça, ce serait un benchmark potentiel. Non, c'est ça. Ça, ce serait un benchmark potentiel, mais je te dirais, en ce moment, je suis comblée. Cool. Ouais. Ben, c'est le fun d'entendre ça, tu sais. Est-ce que tu crois au 5-year plan, à un plan quinquennal, tu sais, comme les gens ils se disent, il faut tout le temps viser où est-ce qu'on veut aller dans 5 ans, puis essayer de mettre les actions par rapport à ça? C'est jamais quelque chose que j'ai fait. OK. Donc, moi, j'y vais, je sais pas si c'est la chose à faire, mais moi, j'y vais beaucoup d'année en année. Donc, je regarde cette année, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux accomplir? C'est quoi mes projets? Sur quoi je travaille? Ça, pour moi, je le fais, je te dirais, à 5 ans, c'est trop pour moi. Tu sais, je pense à moi, il y a 5 ans, puis ce que je fais aujourd'hui, j'aurais même pas pensé, ça m'aurait même pas passé par la tête.
Et c'est pas il y a si longtemps que ça, 5 ans. Et donc, pour moi, ça ne fait pas de sens de faire un 5-year plan. Est-ce que toi, t'en fais un 5-year plan? Non. Non? Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que on dirait que je me dis des choses dans ma tête que je veux faire, Mhm. puis elles arrivent, tu sais. Ah, c'est fun, ça? Ouais. Je pense que, tu sais, comme les gens, ils parlaient de manifesting, là, puis tout ça. Mhm. Puis je pense que, genre, inconsciemment, je manifeste des choses, puis je m'en vais dans cette direction-là. Fait qu'ils sont jamais comme vraiment structurés. Mais... Ben, je pense que je comprends ce que tu veux dire parce que, tu sais, je parlais de la nouvelle offre de service que je voulais, que je voulais créer. Puis ça, je te dis, ça fait peut-être 2 mois là, que je pense. C'est quelque chose de très, très, très récent. Je me suis dit, tu sais, en 2020, je vais faire de la formation continue pour les juristes, pour améliorer leur présence en ligne, etc. Puis, j'ai commencé à en parler un peu, même si j'ai littéralement pas fait grand-chose. J'ai commencé à en parler un peu, puis là, tout d'un coup, ben là, j'ai un cabinet à Montréal qui m'engage pour faire de la formation. Alors que moi, mon but, c'était faire de la formation, au début, pas en cabinet, là, mais faire de la formation où les gens pourraient s'inscrire puis venir, puis après, faire de la formation en cabinet plus personnalisé. Ça a donné que c'est le contraire qui est arrivé, puis que c'est le contraire qui est arrivé alors que j'ai rien de fait. Ouais. Euh, mais comme je te dis, ça fait juste 2 mois que j'y pense. Et donc, Fait que tu l'as I guess I'm manifesté. manifesting that. Ouais. OK, puis si c'est pas un 5-year plan, t'as-tu un bucket list? Oui, j'ai un bucket list. OK. Puis Oui. ça, tu te donnes-tu des échéances ou c'est juste comme, cette année, Non, je me donne pas d'échéance. non, juste Non. C'est juste des choses dans ma carrière que je veux faire. carrière ou vie personnelle, même si t'es comblé dans ta vie personnelle. Oui. Tu sais, un chien, par Je te dirais exemple, c'est venu quand, là, c'est sûr. dans ta vie, là? Honnêtement, là, ça doit faire peut-être 2 mois Que tu y penses? que j'y pense. Puis là, c'est juste, tu l'as juste réalisé de même. Pfiou! Ah, puis là, Un chien. on se dit, on va acheter un chien. Wow! Ouais. L'idée, avant, il y a 2 mois, l'idée n'était même pas dans ma tête. Cool! Mais mon conjoint voulait un chien, il voulait un Rottweiler, il voulait pas un Rottweiler. J'ai fait un commentaire sur les Doberman un jour, puis il a dit, est-ce qu'on peut avoir un Doberman? Oui. J'ai fait, OK, on peut avoir un Doberman. C'est comme ça que ça s'est passé. Fait que c'était plus l'idée de ton chum. Oui. Okay. Oui, mais la race de chien qu'il voulait au début n'était pas une race que je voulais, mais là... Il t'a convaincu. Les Doberman, c'est trop nice. Ah, Doberman, c'est... Là, vous voulez les... Bon, on va juste, on va en parler un petit peu, parce que veux pas, ça fait partie de ta vie. Ah ouais? Vous avez des ambitions pour votre chien aussi, là. Oui. C'est pas, honnêtement, c'est plus un social experiment que je veux faire avec lui. OK. Ça c'est vraiment, on parlait tantôt de personnel, ça, c'est vraiment un side project personnel pour moi. OK, vas-y. Je veux voir si je suis capable de créer un following pour mon chien. Ouais! En ligne, puis pour plusieurs raisons. Donc, moi, je fais du droit du marketing d'influence, puis un phénomène qu'on voit beaucoup, beaucoup aux États-Unis, puis qu'on voit encore très peu ici, c'est les pet influencers. Mm-hmm. Mais je sais que la presse a fait un article là-dessus l'année passée, mais on en parle encore très peu. Et lorsque j'ai commencé à penser à avoir de billes, je me suis retrouvée dans ce monde-là en étant sur Instagram, et je me suis dit, est-ce qu'il y a des différences juridiques entre faire affaire avec un influenceur normal et faire affaire avec un pet influencer? Et là, je me suis dit, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à aborder. Mais, tu sais, dans un billet de blog, et ça, je l'ai fait récemment, mais je me suis dit, vu que c'est pas une industrie qui est super développée au Québec, ce serait peut-être bien de l'explorer, mais du point de vue du pet influencer et non du point de vue de l'avocat qui regarde ça de l'extérieur. Et donc, c'est comme un double goal for me. Donc, je veux voir, est-ce que je suis capable de créer un following pour ce chien-là? Et 2, de voir juridiquement, ça a l'air de quoi? L'industrie a l'air de quoi? Est-ce qu'il y a des contrats qui se font? Sinon, les contrats ont l'air de quoi? Qui follow ça? Les animaux sur Instagram? Ah, ben ça c'est tout le monde. Vraiment, les pet influencers ont un gros avantage sur les influencers normales qui est, la plupart des gens adorent les animaux. Ouais. 2, il n'y a pas de risque de scandale. Ouais, c'est avec vrai. un pet influencer. Et les gens ont beaucoup plus tendance à suivre des comptes d'animaux que suivre des comptes de personnes. Parce qu'en est, tu tannes d'un
influenceurs qui vendent toujours. Ouais. C'est pas toujours facile d'avoir de l'empathie pour les influenceurs, alors que pour un animal, c'est extrêmement facile. Même si c'est un post avec des treats, tu te tannes pas. C'est toujours cute. Et donc, il y a beaucoup de marques qui, même si elles ne vendent pas des items pour les animaux, font affaire avec des pet influencers. Wow! Et donc, tantôt, on parlait de bucket list personnel. Ça, c'est mon side project personnel. C'est ton side project. Excellent. Ouais. Ben, en tout cas, il faut suivve Dobby sur Instagram. Ouais. Je vais mettre le lien pour ceux qui sont comme vraiment... C'est qui Dobby? Vraiment intéressés. Ceux qui doivent se dire pourquoi on en parle autant. C'est qui Dobby? Dobby, le chien Doberman de Aïcha. Ben oui. Cool. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben là, t'as parlé d'une formation. T'as parlé de ton Pet Influencer Project. Y a-t-il d'autres choses qui s'en viennent pour toi dans les prochaines années, selon toi, ou dans tes plans? De public, non, dans le sens où c'est le Pet Influencer, c'est public, la formation, c'est public. Il y a quelques changements à l'interne que je suis en train de faire. Donc, j'ai engagé une adjointe virtuelle ce matin. Tu l'as engagée? Oui, ce matin. Et donc, on va travailler petit à petit sur mes courriels. Ouais. Puis après, on va voir comment est-ce que je peux l'intégrer dans d'autres aspects de mon entreprise. Donc, j'essaie de déléguer. Je sais que ça commence à être... ouais, puis surtout pour mes courriels, il y a comme... Je sais pas. Faut que je travaille là-dessus. Mais il y a quelques changements structurels que je veux apporter, surtout parce que là, bon, je suis en train de développer une autre offre de service qui est pas pour la clientèle que je cible d'habitude, donc qui est pour les avocats et pour les notaires. Donc ça va me prendre un petit peu plus de temps. J'ai un chien. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je veux travailler, puis pour être capable de faire ça, il faut que je délègue. J'ai pas le choix, puis bon, c'est ça. Est-ce que tu te vois, je t'ai pas posé ça, peut-être j'aurais dû la semaine passée, mais est-ce que tu te vois avoir une équipe, genre avoir tu sais, comme être à la tête justement de ton propre cabinet? Alors, on me pose beaucoup cette question-là. Puis la réponse que je donne toujours, c'est je ne me vois pas avoir une équipe d'avocats. Donc, je me vois pas avoir d'autres avocats sous moi. Mais je me verrais avoir une équipe peut-être de techniciens ou techniciennes juridiques, justement pour m'assister pour diverses tâches juridiques. Mais je pense pas vouloir recréer le modèle du cabinet d'avocats. Parce que ce qui arrive, c'est que il y a beaucoup de cabinets d'avocats maintenant. Puis c'est souvent parce que justement, c'est les gens qui ne sont plus comblés par la vie de cabinet en tant qu'employé, qui se disent « ben moi, je vais partir ma propre shop ». Ça finit par être un autre cabinet d'avocats, mais plus petit. Ouais. Et qui fonctionne sur le même modèle, donc les heures facturables, les longues heures, etc. Et c'est pas quelque chose que je veux recréer. Puis je sais pas encore si je serais capable de recréer, de travailler avec d'autres avocats, avec la structure que j'ai créée pour moi-même, donc la structure financière que j'ai créée pour moi-même en ce moment. Donc ça, c'est à voir à plus long terme. Mais pour l'instant, non, c'est pas ce que je veux faire. Cool. Ça, c'est une discussion business à avoir un autre jour. Ah, quand tu veux. Excellent. Bon, ben merci Aïcha, c'est le temps qu'on a pour aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Super intelligent et intéressant. Intelligent. Merci. Mais je te souhaite bonne chance avec Dobby pour les prochains mois. Merci. C'est tout le temps tellement adorable d'avoir un petit chiot à la maison. Ah, je sais. Puis il est vraiment cute. Puis ce qui est cool, c'est que j'imagine que tu peux l'amener des fois à travailler avec toi. Ben, là, il veut pas marcher beaucoup. Il aime pas vraiment ça marcher, donc c'est pas super simple. Tu sais, là, quand on est dans l'auto, faut que mon chum conduise, faut que moi, je sois sur la banquette arrière avec lui. C'est encore un peu complexe. OK. Donc, on va attendre quelques mois. C'est à voir, là, pour se rendre plus loin. On a du à se rendre au coin de la rue. Bon. Une étape à la fois. Exactement. C'est ça. Cool. Ben, je te souhaite une super belle semaine. Puis, merci encore. Puis, tous les liens qu'on a mentionnés dans l'épisode vont être sur les show notes. Yay! Super. Merci, Aïcha. Ça fait plaisir. À la prochaine. Bye.
Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamar.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!